Puisque donc on va continuer sur une table ronde. J'imagine que les interventions de ce matin ont fait émerger des questions, des réflexions en tout cas sur les propos qui ont été tenus. Et donc moi je vais passer la main à Édouard Bouin, qui est médiateur scientifique et donc qui va assurer l'animation de cette table ronde. Donc je vous passe le micro juste après avoir invité les différents intervenants de ce matin à rejoindre également la scène et à vous installer pour ces échanges avec la salle. Je crois qu'il y a des micros. Ouais. Vous avez un micro ici. Je vais vous repasser le mien. Et puis moi, je ferai la navette avec la salle pour les questions. Merci. Non, allez-y. Bonjour. Alors, avant de vous passer la parole très rapidement, parce que je vois que vous êtes nombreux et nombreuses et je pense qu'il y a de nombreuses questions. Alors, une petite règle, quand vous allez poser votre question, vous donnez votre nom, prénom et puis ce que vous représentez en étant dans cette salle, même si tout à l'heure, on vous a vu en masse vous lever. Et on prendra 2-3 questions d'affilée et puis nos amis y répondront. Ok. Alors moi, je voulais juste vous dire ce que j'avais retenu de vos interventions en quelques phrases. Alors c'est très réducteur évidemment, mais Sébastien, j'ai retenu que le sol c'est un capital. Et je pense qu'il l'est pour les agriculteurs, pour les paysans, mais je crois que nous, citoyens, on n'en prend pas suffisamment conscience aussi que c'est un capital. Pour vous, Chantal, ce qui me touche puisque je travaille sur le sujet, vous nous avez dit qu'il est mis en difficulté par le dérèglement climatique. Et je crois qu'on est au moment de la COP25. Là aussi, nous devons nous mobiliser très fortement parce que c'est un des sujets qui, notamment compte tenu des générations, ou la génération qui est la plus représentée dans cette salle, où nous devons nous mobiliser. Et puis Jean-François, nous a donné une note d'espoir parce qu'il nous a dit qu'on pouvait agir. Et après, Hélène et Thomas nous ont dit que ça peut fonctionner, mais il faut qu'on ait un regard systémique, qu'on regarde du global au local et du local au global. Et vous, tous les deux, vous avez amené quelque chose qui me paraît assez essentiel. Il nous faut des moyens financiers. Et je pense que nous devons réfléchir, et il y a notamment un sénateur ici qui doit aussi apporter sa contribution. On doit réfléchir à l'orientation de la future PAC. C'est un élément essentiel, tant pour le climat, que pour les sols, que pour la biodiversité. Alors, maintenant, c'est à vous. Il y a une main qui se lève là-bas. Donc, bonjour, donc Bernard Lambrenière, donc je suis cultivateur en Ille-et-Vilaine, donc en agriculture de conservation. Je suis aussi secrétaire de l'association BASE. BASE, c'était autrefois Bretagne Agriculture Sol Environnement. Aujourd'hui, on a quitté la région pour être biodiversité, agriculture, sol, environnement, puisqu'on est national, voire international. Je suis aussi, j'ai des responsabilités professionnelles. Je suis un des vice-présidents de la coopérative Triscalia. Donc, et je suis aussi adjoint sur ma commune. Alors, je suis en agriculture de conservation depuis une vingtaine d'années. Moi, ce qui m'a amené dans l'agriculture de conservation, c'est l'érosion des sols. C'est quelque chose qui me prend aux tripes. Donc, c'est ça qui m'a amené à travailler sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, on voit pas mal de sigles apparaître. On voit TCS, on voit semi-direct sous couvert. Le drame, aujourd'hui, TCS, beaucoup de monde a parlé de techniques culturales simplifiées. Attention. Donc, pour moi, les techniques culturales simplifiées, c'est pas ça le TCS. C'est techniques de conservation des sols. Et on a de multiples outils qui nous permettent d'y aller. Alors, l'agriculture de conservation, donc, c'est surtout d'abord une agriculture de système. Et de par ce principe, elle est complexe. Et pourquoi on a du mal à entraîner nos collègues, que ce soit à différents échelons où j'interviens, à aller dans ces pratiques-là? Parce qu'aujourd'hui, la simplicité, c'est de mettre de la puissance. Vous mettez une charrue, vous mettez du travail du sol, vous mettez de l'engrais, vous mettez de la chimie, et vous pouvez tout déléguer à tout le monde. Le problème numéro 1 aujourd'hui de l'agriculture, c'est un problème de main-d'œuvre. Alors quand l'agriculteur est né dans le guidon, il a du mal à prendre un peu de hauteur pour réfléchir à son système. Aujourd'hui, en plus,
Donc, comme on mélange tout, on a amené le combat, enfin, il a été mené un combat contre une molécule qui s'appelle le glyphosate, qui est un outil parmi les autres. Donc, il est vrai que cet outil-là permettait justement d'aller vers cette approche-là. Donc, quand on a suffisamment de recul, on réussit à diminuer les usages, voire en simplifier l'utilisation ou en réduire vraiment très fortement l'utilisation. Mais on voit bien aujourd'hui, chez tous mes collègues aujourd'hui, ils me disent de toute façon ton système c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de glyphosate. On est quelques-uns, on va réussir à passer outre. Mais attention à ne pas tout mélanger, à ne pas tout ramener sur un rapport binaire sur une molécule, à son utilisation. Autre chose, quand même, la chimie permet notre niveau de vie. Par contre, la chimie de demain, au niveau durabilité, au niveau écologie, elle se doit d'être biomimétique. Le travail avance sur ce sujet-là. Par exemple, vient d'être découvert une molécule, donc la 7-DSH, le 7-déoxycédoheptulose, qui est un sucre produit par une cyanobactérie et qui est curieusement à la même forme spatiale que la molécule du glyphosate et qui a le même effet. Il faudra du temps pour la valider. Donc, c'est des petits exemples. La chimie de demain sera biomimétique, on a besoin de temps pour qu'elle remplace la chimie classique. Alors la question que je veux dire aujourd'hui, on est dans le milieu scientifique, je suis très content d'être présent. Comment le monde scientifique fera demain pour expliquer à la société comment il faut faire pour ne pas tomber dans le malthusianisme? Alors, monde scientifique, qui y va? Donc, tout d'abord, je repasse l'agriculture de conservation, pour moi, dans une optique beaucoup plus large que ça, qui est finalement l'agroécologie. Utiliser les interactions biotiques pour moins d'intrants. Donc on a dans ce grand finalement principe, en fait, on a l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, etc. Donc finalement, notre objectif, c'est se passer le plus possible des intrants en activant les phénomènes biologiques qui sont dans la nature, qui ont été finalement oubliés. L'agriculture de conservation en utilise un des leviers, mais on peut en utiliser plusieurs et différents. Et j'ose croire que l'agriculture de conservation, avec finalement des systèmes diversifiés, pourra aussi finalement se passer du glyphosate, ce qui est une issue finalement incontournable dans le contexte actuel. Les nappes sont polluées pour du long terme. Ne pas regarder ce problème, ne pas le mettre dans un échéancier n'est pas tenable en fait. Donc voilà, j'ose dire, les solutions ne sont pas là aujourd'hui. On ne va pas dire oui ou non. On doit se projeter dans une vision où finalement les sols seront couverts, on aura une diversité de cultures, on pourra avoir moins d'intrants, en particulier moins de pesticides. Et voilà, c'est finalement, ce n'est pas une solution, c'est une direction. Voilà. Alors, je compléterai cette question par une autre, parce que ce matin, on n'en a pas parlé, mais et le rôle de la biodiversité du sol pour limiter l'érosion? C'est fondamental. Une fois que j'ai dit ça, je crois que je ne sais pas si j'ai convaincu tout le monde. En fait, vis-à-vis du ruissellement et de l'érosion, ce qu'il faut, c'est que l'eau, elle rentre dans le sol. À partir du moment où l'eau rentre dans le sol, ou 100% rentre dans le sol, on n'a plus de problème. Et donc, qu'est-ce qui permet de permettre à l'eau de rentrer dans le sol? C'est essentiellement l'ensemble de l'activité biologique. On peut le faire avec les outils aujourd'hui, effectivement. On va la faire rentrer sur 10, 20, 30 cm d'épaisseur sur la zone travaillée, mais pour qu'elle rentre vraiment en profondeur, et si on abandonne un petit peu de plus en plus les outils, il n'y a que l'activité biologique pour le faire. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. On a, nous, sur certains bassins versants, comme le disait monsieur, quelques agriculteurs qui commencent à passer dans ces agriculteurs de conservation. Très bien. Voilà. Pour autant, si l'eau ne rentre pas dans leur sol, parce que quand on passe d'une agriculture labour où il n'y a pas beaucoup de vers de terre, il n'y a pas forcément une grosse masse d'activité biologique, on a pendant quelques années pas mal de ruissellement encore, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'érosion dans les parcelles en tant que telles, mais il y a beaucoup de ruissellement. Et comme la parcelle du dessous est encore en labour, eh bien vous imaginez ce qui se passe dans le fond du vallon, dans le Talweigne, on a une belle ravine. Finalement, pour la personne qui habite en bas, pour la rivière, le bilan, c'est le même.
Et donc, la clé du succès, ça va être de permettre à l'eau de rentrer dans le sol. Et là, il n'y a que l'activité biologique. Du coup, pour qu'elle se développe, il faut lui donner à manger. Donc, ça, on remet, comme le disait monsieur, c'est tout le système qu'il faut revoir. Du coup, il faut faire attention de ne pas tasser le sol parce que pendant qu'elle perfore tout, si on revient avec du matériel à des périodes où on tasse le sol, on a tout perdu. Et puis finalement, dans le système aussi encore, pour finir, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, non seulement il faut la nourrir pour qu'elle se multiplie et se développe, mais après il faut la préserver un petit peu. Et donc il y a tout un tas de produits, notamment dans les fongicides pour certains, et puis les insecticides pour d'autres, et qui sont aussi à faire attention. Donc c'est vraiment un système complet qui est à revoir. Et puis si on fait attention à tout ça, on est content, puis ça marche. Mais c'est la clé du succès. Je peux rajouter. Et sur la biologie du sol, on est dans une vraie révolution au niveau analytique. Finalement, on va pouvoir, à très courte échéance, avoir des diagnostics biologiques extrêmement fins, extrêmement diversifiés. On vous a montré les cartes sur l'érosion du sol et l'Agence française de biodiversité finance actuellement une étude pour mettre en place un réseau de la mesure de la qualité des sols, de référentiels sur tous les compartiments biologiques. Et donc, finalement, la biologie du sol, elle aide, mais l'objectif, c'est d'agir pour mieux la piloter et qu'elle rende les services attendus. Juste un petit commentaire sur la pénétration de l'eau dans le sol. Je mettrais juste un petit bémol là-dessus pour le coup pour les zones drainées. Parce que ça représente des surfaces très importantes et ce qui sort des réseaux de drainage, c'est pas toujours de l'eau claire. Mais en fait, on va quand même dans le même sens. C'est-à-dire dès l'instant où on favorise l'activité biologique, on favorise la structuration du sol en surface et donc on limite de fait la dispersion des particules et leur transfert avec l'eau. Donc ça va toujours dans le bon sens, mais l'infiltration de l'eau ne résout pas tout dans le cas de parcelles drainées. Voilà. Compléter. Tout à fait raison sur le transfert par les drains, mais effectivement, il y a des solutions. Les aménagements de zones tampons humides artificielles en sortie de drain peuvent être un complément effectivement au transfert par drainage. Sur la biologie du sol, je rajouterai aussi d'autres intérêts pour l'agriculture, c'est l'amélioration de la fertilité du sol aussi, c'est-à-dire meilleure fourniture d'éléments. Donc c'est pas que l'infiltration, que les problèmes d'érosion, c'est vraiment la gestion globale de l'agronomie, et puis aussi la biodégradation des molécules dans le sol, ce qui est aussi fait grâce à la microbiologie, la vie biologique du sol. Un tout petit peu. Mais voilà, m'adresse aux étudiants, donc à vous aussi. Donc, soyez à l'écoute des solutions innovantes qui sont mises en place par certains agriculteurs, comme monsieur ici. À vous de réfléchir système, à vous de réfléchir agronomie, agroécologie et tout ça. Et je crois que voilà, vous avez les clés en main aussi pour faire évoluer les choses et profiter de ce qui existe et les améliorer et les porter encore mieux. Alors, d'autres questions ? Bonjour, Laurent Labéry, professeur à l'université et membre du conseil scientifique de la Brescope régionale. Je voudrais juste dire s'il y a un volet que j'ai pas beaucoup entendu ce matin, c'est le volet réactivité solide dissous, parce que finalement c'est tous les problèmes de rémanence des intrants par rapport aux sortants. On retombe sur le problème des herbicides et autres, mais on retombe aussi sur tout, en fait, le stockage de carbone, toutes ces choses-là, quoi. Ça n'a pas du tout été évoqué. Pour ma part, sur la part, quand on parle, on raisonne de transfert, on raisonne tout type de transfert, que ce soit dissous ou particulier. Effectivement, il faut, quand on met en place des actions, connaître la molécule qu'on vise, effectivement, qui pose problème localement, et derrière adapter le levier en fonction de la forme de transfert. Donc, être capable de s'adapter à la fois au transfert dissous, mais à la fois au transfert particulier, et les leviers ne seront pas forcément les mêmes. Donc, effectivement, c'est des choses qui peuvent être décrites dans la bibliographie. Après, il faut adapter le levier à la forme de transfert de sa molécule ou du polluant qui pose souci. Oui,
Oui, c'est vrai, on l'a peu évoqué ce matin. Finalement, dans l'eau, il y a des phases dissoutes, il y a des phases particulières. Ces phases dissoutes et particulières touchent l'azote, le carbone, le phosphore, et puis tout un cortège d'éléments. Voilà, la recommandation, quand dans le suivi l'eau, c'est... Bien sûr, il y a un élément qui pose problème, mais c'est d'aborder l'ensemble. Donc, on a beaucoup de suivis sur l'eau, mais les suivis qui sont multi-éléments, qui abordent azote, carbone, phosphore, matière en suspension, et leurs corchets sont pas si nombreux que ça. Donc, c'est vraiment une attention de la surveillance de l'environnement dans le sol et dans l'eau que d'avoir une approche multi-éléments. Mais sont des sols qui n'ont pas du tout eu la même histoire sur les derniers centaines de millions d'années, et donc leur réactivité, donc c'est des systèmes complètement différents, quoi. Oui, bah, ça se voit un petit peu dans les cartes régionales sur l'érosion, où on voit de la sensibilité qui est assez différente. Donc, en lien avec la matière organique, avec les types de limons. Donc, bien sûr, il y a des explications fondamentales, mais on le voit aussi dans ces cartographies et aussi dans la gestion. Oui, il y a juste une intervention là. Avant, attendez bien d'avoir le micro pour parler, parce que sinon on n'aura pas vos questions à la captation et les gens qui sont en ligne, ils n'entendront pas vos questions. Merci. Pierre-Alain Lesseau, l'association CDPNE, Comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement. Deux questions un petit peu différentes. Une question technique par rapport à la présentation de Sébastien sur le drainage. Tu disais qu'il y avait augmentation des flux d'eau. Je pensais que l'intérêt aussi du drainage, c'était d'écrêter les crues. Donc sur le coup, est-ce qu'il y a un aspect positif, négatif, et quelle est la différence entre ces deux phénomènes-là? Et après, de manière un petit peu plus générale, j'ai assez été intéressé par la présentation de Madame Cordonnier, je crois, sur la cellule Giser. Clairement, depuis quelque temps, la préservation des sols commence à être quelque chose d'un petit peu plus prégnant au niveau de la prise en compte. Est-ce que, grâce au réseau Ernest, grâce peut-être aux actions de l'Agence de l'eau, ce type de cellules pourrait être mise en place, et comment elles ont été mises en place, par exemple en Wallonie, sur vraiment la partie fonction dans la politique publique? Alors pour la partie drainage, oui, tout à fait. Hein, ça a un rôle, ça modifie très fortement les flux d'eau. L'objectif, c'est quand même d'évacuer l'eau du sol, très clairement. Donc tout ce volume d'eau qui est normalement stocké dans le sol et qui ne s'en va pas avant l'évapotranspiration du printemps avec la croissance des plantes, il est évacué du sol. Donc de fait, en fait, les quantités d'eau évacuées au total par le sol sont plus importantes dès l'instant où on draine que lorsqu'on ne draine pas. Par contre, il est vrai que l'effet sur l'érosion est contrasté et on ne peut pas émettre un avis clair là-dessus. Si le drainage augmente ou diminue l'érosion, je pense que ça dépend des contextes. Oui, alors par rapport à la cellule Giser, donc en fait, donc cette cellule a été au départ, c'était un projet qui était plus un projet de recherche qui était subsidié au niveau des universités. Donc il y avait 2 universités, l'UCL et les facultés de Jean Blou, qui étaient impliquées dans ce projet. Et donc voilà, on travaillait sur l'érosion, sur les différents aspects, que ce soit les techniques, la cartographie, etc. Et puis on a eu petit à petit des demandes en fait qui sont venues de communes, voilà, qui faisaient face à des coulées de boue et qui savaient pas très bien à qui s'adresser en disant voilà, on aimerait trouver des solutions, mais nous on est démunis, on sait pas que faire, on sait pas comment. Et donc voilà, ils sont arrivés dans les universités en disant est-ce que vous pourriez nous aider à trouver les solutions? Et donc, en ayant de plus en plus de ce genre de demandes, on s'est dit, mettons en place une petite cellule qui va pouvoir, dont ce sera vraiment le boulot d'accompagner les communes. Et donc, c'est comme ça qu'est née la cellule Giser
en tant que telle. Et puis, au fil du temps, elle a quitté les universités, puisque c'était plus vraiment le lieu pour qu'elle soit, et elle est venue à l'administration. Et donc, c'est comme ça qu'elle est née. Donc, je crois que voilà, des partenariats, il y en a différents. Les réseaux, je crois que c'est très bien de pouvoir mettre en contact les différentes personnes, parce que les acteurs sont multiples. Il y a plein de... Je le disais à un moment dans ma présentation, il y a plein d'initiatives locales aussi, parfois de petites choses. Ici, on travaille avec un parc naturel aussi qui fédère plusieurs communes et qui a pris la thématique, la problématique érosion est assez importante dans cette région-là. Et donc, ça fait partie de leur thématique de travail. Et ils essaient vraiment d'avoir ce contact de proximité aussi avec les communes, avec les différentes associations qui travaillent sur le terrain, avec les agriculteurs. Et donc, ils ont mis en place des cellules de veille pour vérifier, pour parcourir le territoire et se rendre compte des endroits où on risque d'avoir des problèmes de coulée de boue, parce qu'on voit que les parcelles agricoles sont toutes emblavées avec des cultures à risque, parce qu'on voit qu'il y a des fossés qui sont bouchés, parce qu'on voit différentes choses. Donc, ils essayent de mettre le doigt de manière préventive sur ces choses-là. Ils mettent en place des petits groupes de travail pour essayer de sensibiliser sur la matière organique, sur différentes choses. Donc, les initiatives, il y a moyen de les mettre en place. Je crois qu'il faut... Il faut fédérer les différents acteurs et c'est vrai que là la difficulté qu'on a, c'est qu'on fait du conseil, on fait de la recommandation, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui manque après, c'est les moyens financiers, le soutien vraiment pour pouvoir aller à la réalisation des aménagements, parce que les solutions, on les connaît, on sait ce qui peut être fait. Maintenant, le défi, c'est vraiment les mettre en place et les mettre en place de manière cohérente et coordonnée à l'échelle d'un territoire. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait ces structures qui intègrent les différents interlocuteurs et puis qu'elles soient évidemment aidées par des moyens financiers pour pouvoir avancer. Juste un mot pour compléter. En Wallonie, c'est la cellule GISER qui dépend de la région qui fait ce travail-là. En France, on est un petit peu organisé différemment, mais ça revient exactement au même pour faire la même chose. C'est que c'est structuré sous la forme de syndicats de bassins versants et qui assurent cette cohérence entre les différentes communes sur des kilomètres carrés, etc. Mais l'objectif est exactement le même. C'est juste le porteur, c'est la région. En France, ce sont les collectivités qui se sont réunies comme ça. Les syndicats de bassins versants, ils font la même chose. L'objectif, c'est d'être au contact des acteurs sur le terrain. Juste en complément, je me permets, par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-François, sur les syndicats de bassins versants, c'est un accompagnement effectivement des collectivités, mais à mon sens, il manque un peu ce lien aux scientifiques et ce dialogue direct avec des acteurs de la recherche sur des problématiques en lien avec ces questions d'érosion. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais... Oui, il faut ce lien, mais on peut le faire quand même, si tu veux... Le chaînon, il faut qu'il soit fait. Ça peut être fait directement au niveau scientifique avec les universités, ou ça peut être fait avec des structures comme vous avez ici en Bretagne le CRESEB, ou comme on a en Normandie avec l'AREAS. Donc le lien, il le faut toujours, ce lien étroit. Mais ce qui compte beaucoup, c'est qu'effectivement, auprès des collectivités, il y ait des acteurs de terrain qui puissent aller discuter avec les agriculteurs, qui puissent faire ces réunions-là, et qui puissent être formés et accompagnés derrière. Ils ne sont pas obligés d'être en interne. Là, en Wallonie, effectivement, c'est aussi quelque chose qui est très proche des universités. Oui, Michel Fiol, donc je suis adhérent de Climaction et je suis militant écologiste. Je voudrais d'abord apporter une réflexion, un sentiment face à cette jeunesse présente aujourd'hui. On constate un problème, on va dire, un affrontement de culture entre le monde agricole qui est en mutation et qui a eu une culture de la production et une autre dynamique qui est une approche plus biologique des cultures. Bien sûr, derrière tout ça, il y a des souffrances. Il y a des agriculteurs qui ne s'y retrouvent pas, qui ont des revenus extrêmement faibles, mais c'est l'avenir de l'espèce humaine qui est en jeu. Et donc ça, c'est capital. Première chose, première réflexion. Deuxième chose, face à la bétonisation des sols, et là, ce serait ma question, quels sont les moyens des pouvoirs publics, que peut-on préconiser vis-à-vis des collectivités locales pour essayer, et je pense par exemple en tant que je suis varois d'origine, par exemple les problèmes que nous venons encore de voir face au phénomène méditerranéen,
qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver au maximum et quel est le pourcentage, tout à l'heure ça a été évoqué, de terres arables qui disparaissent par an? Les chiffres, je ne les ai pas évidemment pour la France, je ne les connais pas exactement en Belgique non plus. Mais par contre, par rapport à cette question de la bétonisation des terres, donc ce que nous on fait au niveau de la Wallonie, c'est qu'on a notre code de l'aménagement du territoire qui nous permet d'être sollicités par les communes pour des avis lors des permis d'urbanisme, quand il y a, soit parce qu'on est en zone agricole, donc au plan de secteur, elle est reconnue comme zone agricole, ou quand on est à proximité des axes de ruissellement ou des aléas d'inondation par débordement des cours d'eau. Et donc, on est sollicité, on peut remettre des avis en disant, voilà, ici on est sur de la zone agricole, on trouve qu'il n'est pas pertinent de construire des choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'activité agricole, donc on essaye de préserver de cette manière la zone agricole. Et alors, par rapport aux thématiques de ruissellement, d'inondation, évidemment, on évite de construire aux endroits qui pourraient se faire inonder. Et alors, on a des recommandations aussi sur la gestion des eaux pluviales. À partir du moment où on imperméabilise des surfaces, de mettre en garde et de recommander, en tout cas, ou voire d'imposer qu'il y ait des systèmes de temporisation de ces eaux pluviales qui soient réalisés avant rejet vers l'aval. Donc ça permet déjà d'éviter aussi d'augmenter encore les problématiques quand on a des problématiques d'inondation, que ce soit déjà directement à proximité des cours d'eau, mais même plus en amont dans les bassins versants. On a parfois des rejets simplement qui sont, enfin, des eaux pluviales qui sont rejetées sur le sol et qui viennent contribuer à augmenter le ruissellement de surface. Et donc ça, on essaye d'éviter. On demande qu'il y ait une temporisation aussi, une gestion ou par infiltration, enfin en fonction des contextes. Donc voilà, ce sont les moyens que nous avons en Wallonie. Je voulais revenir sur l'artificialisation. On a eu une expertise scientifique collective qui était il y a 1 an et demi. L'ouvrage est sorti là cette semaine chez Quaye. Il est en libre accès. Donc, et la réponse était ça n'est pas simple du tout de donner un chiffre parce que selon la manière dont on le calcule, eh bien les chiffres sont différents. Et donc il a été mis en place avec le CEREMA un observatoire pour quantifier cette artificialisation. Donc voilà, on va mesurer mieux et de mieux en mieux. Et Marie-Françoise Flack nous a quand même rappelé que dans le plan biodiversité à 2050, c'est 0 artificialisation. Donc d'un côté on quantifie de mieux en mieux et de l'autre côté on a mis ça dans la loi. Donc ça, c'est vraiment une avancée. Et je voulais revenir sur votre premier élément de phrase où vous disiez, d'un côté, il y a l'agriculture, d'autre, il y a l'écologie. Et moi, je ne vois pas ça comme ça. On est dans un monde avec des agricultures assez différentes qui chacune finalement vont devoir mettre plus d'écologie dans la manière de gérer finalement les choses et ces chemins sont assez différents. Et je prendrais pour exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un financement d'État autour des initiatives territoriales d'innovation. Dans ces 24 plans, il y en a la moitié qui touchent des territoires agricoles. Par exemple, sur Dijon, ils ont finalement un territoire d'innovation autour du changement de l'agriculture qui embarque un suivi des sols, de la biologie des sols et qui promeut finalement une agriculture avec un label, avec un changement des filières agricoles mais aussi alimentaires. Et donc on voit bien que la protection des sols, eh ben, elle va passer par un changement d'agriculture, mais elle va aussi passer par nous, changement d'alimentation, changement de consommation. Donc c'est une transformation qui ne touche pas que le monde agricole, elle touche l'ensemble de la société. Oui, juste un complément sur ce qui a été dit sur les solutions en Belgique par rapport à l'infiltration et l'urbanisme. Juste dire qu'il y a des solutions qui existent. Il y a un gros travail de sensibilisation des collectivités sur l'amélioration des situations actuelles. Et juste faire part d'un appel à projet qu'a lancé l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur la gestion des eaux pluviales dans les collectivités, où effectivement il y a un dispositif d'aide spécifique qui est ouvert jusqu'au printemps pour faire remonter des initiatives de gestion des eaux pluviales dans les collectivités. Donc n'hésitez pas à en parler aussi, c'est des choses il y a des possibilités d'aide financière sur ces travaux. Alors, je vais compléter rapidement. En fait aussi, en tant que citoyen, on peut aller consulter les plans locaux d'urbanisme ou les plans, les PLUI, pour l'intercommunaux. Et puis, nous allons entrer dans un moment particulier de notre vie de citoyen, qui sont les élections municipales. Et là,
soyons en capacité d'interroger les diversistes sur leur vision de la consommation des sols. Oui, Olivier Alain, donc je suis agriculteur à Corlay, pas très loin d'ici, et également vice-président du conseil régional en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et assez, même très motivé, on va dire, par toutes les questions agroécologiques depuis que je suis en âge de comprendre les écosystèmes agricoles, donc depuis l'école d'agriculture. Et c'est vrai que l'intervenant tout à l'heure faisait allusion aux politiques publiques. Alors, il y a un formidable levier, c'est celui de la PAC. Au niveau européen, c'est 60 milliards d'euros. Le second pilier, qui est un crédit d'orientation, c'est seulement 10%. Et c'est par ce levier-là, par ces crédits d'orientation, que gèrent les régions depuis 2015. Or, il y a un peu deux mauvaises nouvelles. La première, c'est que on va vers un vote du budget sérieusement en baisse, à moins 15%. Et secondo, le second pilier serait celui qui souffrirait le plus, au moins 24%. Or, à mon sens, c'est plutôt le second pilier, où il faudrait même avoir que du second pilier, que des crédits d'orientation, si on voulait modifier un petit peu les systèmes agricoles. Et Dieu sait si en Bretagne, on a mis un paquet, beaucoup d'argent. On est une région un peu unique en Europe, où nous avons mis 220 millions d'euros quand même sur la programmation, sur des MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques. Tout à l'heure, madame nous disait comme ça que c'est vrai qu'en parlant des techniques de conservation, il faut voir l'approche systémique de l'agriculture dans son ensemble, l'agriculture biologique, les prairies naturelles, les prairies temporaires à base de trèfle blanc. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus contractualiser les aides, quoi. Et un engagement, je trouve que le dispositif des MAEC système, c'est-à-dire où l'agriculteur s'engage pendant 5 ans, une agriculture sous cahier des charges, avec plus de prairies, moins de maïs, moins d'herbicides, ce sont des systèmes assez efficients qui permettent de changer les systèmes tout en étant rentables. Puisque nous avons fait une étude pour évaluer cette politique publique. Quand on met 220 millions d'euros, c'est bien de l'évaluer. Et on s'aperçoit que ces agriculteurs qui sont dans des systèmes en transition bio ou hors bio, mais avec moins de pesticides, plus de prairies, moins de maïs, moins de soja, et plus de légumineuses, gagnent plutôt plus d'argent. Et en plus, ils ont, ils protègent leur sol parce que, voilà. Donc, et je finis sur un autre sujet, que sont les techniques de conservation qui sont chères à Bernard Lamorinière, là, qui est intervenu tout à l'heure. On est en train de réfléchir. On a trouvé un fonds privé de 2 millions d'euros et auquel la région pourrait mettre la même somme, pour tester auprès de 200 agriculteurs des techniques de conservation de sol qui s'avèrent quand même compliquées à mettre en œuvre. J'essaye sur ma propre exploitation de mettre. C'est pas simple, c'est pas simple de ne plus labourer. Mais ce sont des techniques extrêmement intéressantes quand même pour lutter contre l'érosion et retrouver de la biodiversité avec le petit souci du glyphosate, comme vous disiez. Donc ce serait aussi de tenter de le faire sans glyphosate. Et je peux vous dire que c'est compliqué pour le tester moi-même. Mais je pense qu'il faudrait mettre le paquet sur... J'avais écrit une tribune sur l'agroécologie sauveuse de la planète, mais je pense qu'on sait que si on peut stocker du carbone, si on peut... Je pense que c'est trop important les sols. L'intervenant écologiste tout à l'heure a dit que c'était l'avenir de l'humanité. Je partage son avis. Il faut qu'on mette des moyens là-dessus. Il faut réapprendre à cultiver son sol parce qu'on voit des bonnes choses, des moins bonnes. Et tout ça, c'est un peu irrémédiable quand il y a de l'érosion et que le capital s'en va dans la rivière. Donc, je veux dire que voilà ce que je voulais dire comme témoignage. En tous les cas, il faudra qu'on ait un peu plus de crédits en région aussi autour du premier pilier, peut-être pour pouvoir faire des choses avec des acteurs, c'est-à-dire les agriculteurs, voire les associations, et tous ensemble essayer d'améliorer la protection de nos sols. Alors, une main, 2 mains. Merci. Alors, ici, monsieur devant, là. Et puis, madame, là plus haut. Bonjour. Merci pour la qualité de vos interventions de ce matin. Je suis Henri Robin, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Et donc je travaille assez peu en France, mais beaucoup plus dans des pays du Sud, en particulier en Asie, en Inde, Thaïlande, Laos, Vietnam et en Afrique, au Cameroun. Pour ce qui concerne l'érosion hydrique, parce qu'on a aussi les chantiers sur lesquels on travaille sur l'érosion éolienne. Je voulais juste apporter 2 commentaires. Un commentaire sur le fait que les zones qui peuvent être cultivées dans les régions du Sud sont parfois en très forte pente et que donc parmi les phénomènes érosifs qu'on y observe, il y a les glissements de terrain qui n'ont pas du tout été évoqués ce matin et qui
concerne des volumes qui peuvent être absolument considérables, ou en un événement pluvieux un petit peu extrême, on a des érosions qui sont équivalentes à 10 ans d'érosion diffuse qui sortent du bassin versant de façon absolument brutale. Ça, c'est une chose. Et donc, par rapport à la biodiversité dans les sols, je voulais souligner que les systèmes racinaires des plantes, qu'elles soient cultivées ou spontanées, ont une importance extrême par rapport à la cohésion des sols vis-à-vis de ces phénomènes de mouvement de masse extrêmement importants. Autre chose qui me semble très importante à souligner, en particulier pour les pays du Sud, c'est que la réduction de l'érosion à zéro est d'une part impossible, mais surtout, elle n'est pas souhaitable. L'érosion est quelque chose qui fertilise les zones de delta, le delta du Mékong, le delta du Nil, et il y a une agriculture extrêmement importante et diverse et productive qui dépend des phénomènes érosifs. Si on supprime l'érosion, il n'y a plus d'agriculture dans les deltas. Donc oui, l'érosion excessive est quelque chose d'extrêmement délétère, mais plus du tout d'érosion n'est pas souhaitable non plus. Alors, par rapport à ça, il y a fort heureusement l'érosion chimique au front d'altération qui contribue à la fertilité des deltas et qui n'est pas un phénomène de surface. Les phénomènes érosifs ne sont pas que de surface, ils peuvent aussi être très profonds. Voilà, un petit témoignage à vous apporter sur d'autres contextes que le contexte métropolitain. Merci à vous. Oui, merci Henri de ton commentaire. Sur la première, bien sûr, je suis d'accord sur les deltas. Ils vont être très, très, très menacés là. Sur l'érosion des versants, il y en a des paysages vraiment dans le monde entier avec des terrasses. Et finalement, les mouvements démographiques, l'autosuffisance alimentaire dans ces régions-là sont finalement la clé en fait de la protection des paysages. Donc on a ces dimensions physiques, mais aussi humaine. Je voulais revenir sur la PAC, parce que finalement, dans la PAC, on se heurte quand même dans la protection des sols à l'information sol dans tous les pays européens. Donc finalement, elle n'est pas la même partout. Certains pays ont engagé finalement beaucoup d'argent sur le diagnostic des sols. Donc on a à gérer cette hétérogénéité dans la mise en place. Et c'est pour ça qu'on se retrouve devant souvent la PAC dans le premier pilier, quelque chose qui est peau de chagrin, qui est la couverture des sols. Alors ce qu'on voudrait, c'est les sols. Donc il y a un effort finalement européen et il y a un grand programme qui va... c'est Claire Cheneux-Nucliani sur le JP Sol qui va avoir cette ambition de finalement d'homogénéiser toute la connaissance des sols en Europe. Et puis finalement, il y a aussi la délégation de la mise en œuvre des politiques européennes à des niveaux nationaux ou régionaux, où là, on a peut-être plus de leviers. Mais je suis complètement d'accord. Il faut que le sol lui-même, et pas seulement la couverture, soit vraiment des éléments. La remise en état du sol après une activité humaine, qu'elle soit agricole ou autre chose, doit aussi se baser sur des éléments du sol. Ça, c'est vraiment un vrai enjeu. Non, ben voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est certain que la connaissance du sol, à l'échelle européenne, c'est une chose, mais c'est vrai que je suis convaincue que ça se joue aussi à l'échelon local, c'est clair. Et bon, voilà, nous en tant qu'ici, donc chez nous en tant qu'administration, c'est à nous de préparer aussi à travailler sur ces réformes et à préparer les choses au niveau de la PAC. Donc voilà, on a vraiment la volonté de le faire. Maintenant, c'est clair que ça ne dépend pas que de nous. On va faire des propositions techniques, on va essayer de venir avec des choses. Et puis, voilà, tout ça se discute avec les syndicats agricoles, avec le politique, etc. Et donc c'est vrai que entre le moment où on commence à faire des propositions et les solutions qui sont retenues à la fin, il se passe des choses, pas toujours dans le bon sens. Et donc là, voilà, je pense qu'il faut vraiment mobiliser tout le monde, et je pense que tous les acteurs ici au niveau du sol, c'est le moment de faire pression aussi sur les décideurs en disant, voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment que dans cette future PAC, le sol soit présent sous tous ces aspects, et qu'on puisse vraiment mettre en place des mesures globales et cohérentes et aux différentes échelles pour qu'on ait vraiment un changement et une évolution positive, parce que si on loupe ça, c'est de nouveau 6 ans qui passent et on est de nouveau reparti. Et donc je crois que voilà, il faut vraiment le faire. Donc appel à tous les personnes qui ont le pouvoir de faire pression, qu'ils le fassent.
Juste, je voulais intervenir par rapport à ce qui avait été dit sur la connaissance des sols. Je crois. Alors la France, je suis admiratif quand je vois ce que vous avez fait en Belgique bien avant nous. C'est pas la même taille de pays, mais tout de même. En France, on a eu beaucoup de mal à lancer des programmes vraiment de connaissance des sols, je dirais, homogènes à l'échelle de l'État français. Et maintenant, on en prend le chemin et c'est vraiment une bonne chose. Nous, on avait travaillé en 2014 à la construction de l'indicateur à l'érosion des sols sur la Loire-Bretagne. Et pour ça, on utilisait la carte des France au millionième. C'est-à-dire, en gros, la carte Michelin que vous avez affichée au mur. Voilà l'état de la connaissance des sols de France, je veux dire, sur l'ensemble du territoire en 2014. Et maintenant, ça évolue beaucoup et je suis vraiment heureux de voir ce qui a été fait sur la Bretagne, notamment avec cet indicateur à l'érosion des sols qui a pu être largement précisé en lien avec une connaissance des sols qui a été améliorée. Donc si on peut arriver assez rapidement, effectivement, à une homogénéisation de cette connaissance des sols, non seulement au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe, on améliorera grandement la possibilité d'agir au bon endroit pour ce qui concerne la limitation de l'érosion. Gaëtane Delaforge, paysagiste au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Vendée, le CAE de la Vendée. Moi, je voulais poser une question importante. On a beaucoup parlé de la fertilisation et donc des sols du monde agricole. Mais je pose la question de comment identifier la fertilité des sols des zones urbaines pour anticiper le zonage des parcelles dans les documents d'urbanisme, notamment dans les plus IH. Sachant qu'on aurait un levier énorme sur le fait de préserver des anciens potagers vergers qui existaient depuis 1950, qui ont été grignotés aussi dans l'espace urbain et qui le sont encore plus en ce moment par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Or, par rapport à la connaissance de l'autosuffisance alimentaire dans les pays d'Asie, se pose le problème de l'autosuffisance alimentaire et énergétique de certains territoires qui ne se posent pas à nos frontières du sud du monde, mais aussi en Europe. Comment faire pour que les lois, et la loi sur la biodiversité, ou les lois futures sur ce que nous présentait le ministère tout à l'heure, intègrent justement une connaissance de la fertilité des sols dans les bourgs et en ceinture des bourgs? Tout à l'heure, je citais l'exemple de Dijon, et ça va exactement dans la ville et le pourtour. Voilà, et ont pris les moyens d'aller regarder la diversité des sols. Je citerai aussi un programme ANR Muse qui regarde en ville et autour des villes les propriétés des sols, les fonctions et services des sols, comme pour mettre à disposition des indicateurs pour décider, aider à la décision de l'affectation des sols. Donc ce sont des problématiques qui ne sont pas encore opérationnelles dans tout le territoire, mais du point de vue de la recherche, on travaille à ce que ça le soit, de manière à ce que, effectivement, dans un PLU, PLUI, on puisse avoir les propriétés, mais aussi les fonctions et les services, et qu'on puisse dire, eh bien, cet espace-là, il est à préserver. Alors, je voudrais aussi faire le lien avec un collègue qui lance un programme de sciences participatives autour de la biologie des sols, avec non pas tous les citoyens, ce serait l'idéal, mais certaines métropoles qui vont être partie prenante de diagnostic de la vie dans les sols autour des métropoles pour qu'on prenne conscience de la diversité des sols et de ce diagnostic de la diversité biologique dans les sols pour l'affectation. Donc ce que vous posez comme question, c'est essentiel. On n'est pas encore en capacité de répondre. Il y a des exemples par-ci, par-là où ils y vont. Donc, vraiment, voilà. À l'horizon de quelques années, j'espère qu'on aura vraiment ces documents. Juste sur ce volet particulier de cette multifonctionnalité des sols et arriver à la cartographie, à comprendre toutes ces fonctions assurées par les sols, la FES aussi est en train de réfléchir avec les porteurs de ces programmes de recherche. Donc il y a Muse, il y a Destisol, il y a Solserve, il y a différents programmes de recherche qui essaient de caractériser puis de cartographier ces fonctions assurées par les sols pour pas avoir juste une approche fertilité dans les documents d'urbanisme, mais une approche plus large
sur cette multifonctionnalité des sols. Et donc on est en train de réfléchir à comment extraire de ces programmes de recherche des formations, construire des formations pour les élus, des ateliers de sensibilisation, parce que les formations, ça ne passe pas toujours super bien. Mais en tout cas, essayer de construire des formats qui soient davantage accessibles aux acteurs des collectivités pour intégrer ces notions dans les PLU. Merci. Donc moi je me complète, Hélène Roussel de l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je travaille au service friches urbaines et sites pollués et en relation avec le service agriculture. Nous on soutient un projet qui s'appelle Supra, qui travaille avec les autres projets comme Muse. C'est la valorisation des sols au niveau urbain. Donc on a une grosse action sur bien connaître ces sols au niveau agronomique, au niveau stockage de carbone, au niveau pollution également, au niveau des valeurs de fond, c'est-à-dire la qualité habituelle des sols. Et du coup, on va lancer un groupe de travail qui s'appelle Urbasoil, qui est remis en avant dans l'idée de mobiliser tout ce qui est aménageur collectivité dans cette prise en compte des sols dans les aménagements. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un de l'ADEME dans ces cas-là. Merci. Bonjour, Jean-Claude Leclinge de la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Je dirais que c'est bien et ça fait chaud au cœur de voir autant d'apports techniques et scientifiques sur un thème en fait qui nous, en tant que pêcheurs, on est confronté plus par l'effet en fait de l'érosion et du transport solide dans les fonds de vallée, les cours d'eau et les plans d'eau. Mais ça a été bien. Il me semble que ce qui a été indiqué, c'est qu'un des facteurs déterminants en fait des modifications de l'écoulement des eaux dans le territoire, ça a été les aménagements fonciers, avec une montée en puissance à partir des années 50-60. Pour ce que je peux savoir, en fait, ces aménagements fonciers, en fait, ont été le résultat, en gros, d'une demande sociétale entre guillemets, il fallait nourrir la France suite à la sortie de la guerre, ce qui est tout à fait légitime. À partir de ça, le législateur, en fait, a mis en œuvre une batterie de textes qui ont permis d'engager de manière assez dure ces aménagements fonciers avec une remodification concrète du parcellaire. Avec derrière son cortège de travaux connexes, arrosement de haies, comme ça a été dit, arrosement, drainage et travaux d'hydraulique agricole. La question c'est, est-ce que par rapport à cet enjeu auquel on est confronté en fait de l'eau et des sols, est-ce que, comme dans les années 60, il y a eu un contrat entre la nation et son territoire, est-ce qu'il n'est pas temps de poser une telle démarche en contenu dans la perspective du changement climatique, où on voit que 79% des masses d'eau à l'horizon 2027 risquent de ne pas atteindre le bon état écologique, donc on voit qu'on a urgence. Et est-ce qu'il faut en gros attendre le bon vouloir des propriétaires? Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut au contraire une action forte du législateur pour engager vraiment dans ce contexte de changement climatique quelque chose qui devient urgent? Est-ce qu'il faut en gros attendre, faire des incantations, faire du cosmétique, alors qu'on doit faire de la chirurgie réparatrice? Et donc derrière, c'est quel est le rôle? On a bien vu des apports techniques, scientifiques. On n'a pas du tout parlé du rôle législatif et du rôle d'aménagement du territoire. Là, en plus, on n'a pas de politique sur la scène direct. On en a un, mais pour l'instant, il est absent. Ça me semble fondamental, cette question. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, le coercitif est aussi nécessaire à des moments donnés. Donc, passer par la loi semble assez nécessaire. Et aussi, j'ai tendance à dire, on a des outils qui existent, qui malheureusement ne sont pas souvent bien utilisés. Je ne vais pas m'engager sur le politique. C'est pas mon propos par rapport à ça. On vient de dire qu'on pourrait déjà utiliser les outils qui existent. Et je voulais rebondir un tout petit peu là-dessus. Par rapport à ce que nous, on vit sur la Seine-Maritime, sur la Normandie par rapport à ça. Dans les documents d'urbanisme, depuis 2002, on oblige déjà toutes les collectivités à prendre en compte ces problématiques-là et à les intégrer dans tous les documents d'urbanisme, dans les PLU. Le préfet ne signe plus aucun PLU
tant qu'il n'y a pas cette question-là qui est abordée dedans. Érosion, ruissellement, inondation, un petit peu. Donc on va loin. Après, il y a les permis de construire. Ensuite, en Seine-Maritime, depuis 1995, le département ne finance les restructurations foncières que si le problème du ruissellement d'érosion est pris en compte. Sinon, il refuse aux agriculteurs, aux demandeurs, de financer ces opérations-là. Pour autant, une fois que j'ai dit ça, on se fait plaisir. Pour autant, ce sont quand même les commissions communales composées des agriculteurs qui prennent la décision à la fin. Bon, hein, il y a une limite. Voilà. Mais n'oubliez pas que le décret sur les zones soumises à contraintes environnementales, le décret de 2007, qui concerne les zones humides, les zones de protection de captage et les zones sensibles à l'érosion. Ce décret-là, le préfet sur un département peut décider sur un bassin versant de dire « je vais appliquer le décret érosion sur ce secteur-là » et quelque part, il y a une obligation de mettre en place des programmes triannuels de réduction de ces questions d'érosion. Je reviens un petit peu aux questions d'érosion, hein, pour régler le problème. Comme on vient de le dire, depuis les remembrements des années 50, 60, ça fait 40 ans que notre territoire se dégrade petit à petit sur ces questions-là. On ne va pas d'un coup de baguette magique en 3 ans de temps régler les problèmes. Il y en a encore pour 40 ans à changer l'ensemble des pratiques et à restructurer le paysage. On parle parfois de rebocagement dans cet état d'esprit-là. Mais l'outil décret érosion, il est à la portée des élus, du préfet. On peut imposer un petit peu de choses. C'est toute une question qui se pose dans des territoires où on a vraiment beaucoup de problèmes. Est-ce que tout repose sur le volontariat ou est-ce qu'on met une dose de réglementaire dedans? Puis une fois que j'ai dit ça, je vous laisse la parole. Vous avez rappelé les objectifs notamment du SDAGE et de la DCE sur la qualité de bon état. Actuellement, on est sur des programmes d'action qui sont effectivement volontaires. Alors il y a quand même des bonnes volontés parce qu'on a sur le Loire-Bretagne quasiment 70% des territoires couverts par des programmes d'action. L'agence de l'eau apporte son soutien financier à quasiment 300 ETP d'animation, donc pour avoir des actions sur la protection des milieux et les changements de pratiques au niveau agricole. Sur les outils. Effectivement, alors, sur les outils réglementaires, on pourrait avoir effectivement une prise de responsabilité des services de l'État, comme sur les captages prioritaires où il y a des arrêtés, des ZSCE, où il y a des programmes d'action qui deviennent obligatoires. Hein, mais effectivement, pour le moment, dès lors qu'on a l'enjeu eau potable n'est pas sous-jacent, on n'a pas forcément ce type d'engagement. Et rappeler qu'effectivement on a besoin d'outils et il y a une réflexion au niveau national sur les PSE, les paiements pour services environnementaux, qui pourraient être des compléments des nouveaux outils tels que les MAE. Il y a une réflexion pour que les agences de l'eau puissent apporter des fonds financiers pour accompagner ces paiements pour services environnementaux. Il y a des réflexions en cours sur le type de mesures à concevoir. Alors, il y a un appel aussi à initiative sur les initiatives à faire remonter si des territoires veulent initier ce type d'engagement des agriculteurs aussi pour préserver la ressource. Et je voulais dire aussi qu'on pourrait imaginer ce type de paiement pour services environnementaux avec des fonds publics de collectivités pour instaurer des bonnes pratiques et des engagements sur la durée. Juste une intervention du sénateur Joël Labbé sur ces questions. Oui, désolé, j'avais dû m'absenter. On m'a dit, il y a une question, il faut absolument que tu sois là. Bon. Moi, je revendique la force de la puissance publique dans ces sujets pour mettre en avant le bien commun, le bien public, et l'intérêt général et l'intérêt des générations futures. Donc j'entends à la volée la question de la prochaine PAC. Évidemment, les décisions politiques qui seront prises et la position du gouvernement français seront essentielles. Donc, je travaille en lien avec une plateforme qui s'appelle Pour une autre PAC et justement qui essaie de peser sur le fait que la nouvelle PAC post-2020, d'ailleurs PAAC, politique agricole et alimentaire commune, et la mise en œuvre justement de paiements pour services environnementaux. On évoquait tout à l'heure ces parcelles que l'on doit maintenir enherbées. Elles sont moins productives forcément. Par contre, elles rendent un service à la société. Si on veut véritablement
que la transition se fasse, c'est payer ces services, non pas de la subvention, c'est un paiement pour service, au-delà du produit agricole, c'est un service rendu à la société. Et au niveau des services, donc la question de l'érosion des sols qui nous préoccupe aujourd'hui, mais la qualité de l'eau, mais la biodiversité, la santé humaine via les pratiques, autant de sujets où la puissance publique doit pleinement jouer son rôle. Alors, je viens d'apprendre que alors je ne sais pas si c'est encore acté, que les collectivités locales seront prioritaires sur les bassins versants pour racheter les terres sur les bassins versants. Alors, j'entends déjà que à la SAFER, ils ne sont pas très contents. Maintenant, il y a un moment, je crois qu'il faut travailler en bon lien entre les collectivités publiques et la SAFER. Et je trouve que ça se passe pas si mal. Mais le fait que la collectivité publique qui se doit de préserver l'eau, si elle peut être propriétaire des parcelles pour choisir le type de pratique sur ces parcelles, au-delà de les choisir, les imposer, mais au sens noble du terme. Là, on est encore dans la question de l'intérêt général. Une deuxième chose, et puis j'aurais fini parce qu'il y en aurait des tonnes, sur la question de la relocalisation de l'alimentation. C'est une attente extrêmement forte de la société. Les exploitants éleveurs, ils gagnent aussi parce qu'on supprime des intermédiaires. On joue les AMAP, c'est très bien, mais ça ne peut pas être généralisé comme cela pour nourrir les populations. Il s'agit de mettre en place des filières de proximité. Derrière, il faut des moyens. Pour ces moyens, c'est évidemment la puissance publique. Mais pour cela, il faut sortir du concept de l'alimentation mondialisée. Et véritablement faire en sorte que sur les territoires, à terme, l'essentiel de l'alimentation consommée soit produite sur le territoire. On nous dit c'est de l'utopie. C'est une utopie absolument nécessaire. Et une dernière chose, parce que la semaine prochaine, on a travaillé avec un chercheur qui s'appelle Stéphane Linou, qui a travaillé sur la question de la résilience alimentaire. Et il est allé voir les militaires, parce que alors c'est toute une étude qu'il a menée, sur chaque problème de société qui peut arriver, il y a un plan sec, il y a des plans pour faire face. Eh bien, s'il y a rupture des circuits d'alimentation sur les territoires, dans les villes certes, mais même sur les territoires ruraux, eh bien, il y a difficulté pour alimenter la population, tant la population est dépendante de la grande distribution. Je crois que c'est qu'une question de quelques jours, parce qu'il n'y a pas de réserve. Et donc l'idée de mettre en avant la résilience alimentaire avec la question de la sécurité civile, donc c'est la première fois où on va en débattre, ce sera au Sénat la semaine qui vient, là, pour dire qu'il est absolument nécessaire de reconnecter l'alimentation avec les territoires. Donc là, ce sont des choix politiques. Et pour ce qui est alors je ne parle pas de posture, mais de s'imposer en tant que politique, quel est notre rôle ? Parce que tout le monde, ça n'a pas dû être abordé encore, la question du lobbying sur le monde politique, il est là, il est présent. On se doit de reprendre la main, de reprendre nos responsabilités pour faire en sorte que les politiques publiques soient véritablement... On compose certes avec les acteurs, absolument c'est nécessaire, et on discute avec eux, mais ce qu'on doit voir, c'est l'intérêt général, l'intérêt commun, en période d'urgence dans laquelle on se trouve. Merci Joël. Alors, malheureusement, nous n'allons plus pouvoir prendre de questions, mais comme j'ai le micro, je vais m'en donner une. Voilà, à vous. Parce que vous êtes majoritairement des étudiantes et des étudiants, et au regard de ce que vous venez d'entendre ce matin, moi je m'interroge si dans vos formations, vous avez entendu ce matin quelque chose que vous maîtrisiez déjà, ou alors c'est absent de vos formations. Moi ça m'interrogeait ça. Alors, quelqu'un répond ? Là-bas, là-haut, là. Il y a un micro, s'il vous plaît ? Alors, pour en discuter assez régulièrement... Alors, ton prénom, ton nom, s'il te plaît, puis ton établissement. Alors, je suis Rémi Bourquereau, étudiant en BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée Carpelous Doré. Donc, pour discuter de ces questions-là assez régulièrement avec un de mes profs, c'est vrai que ce qu'on remarque assez, c'est que c'est une problématique assez primordiale
pour la survie de l'humanité en général. Et c'est vraiment quelque chose qui est peu présent et on a peu d'heures de cours dédiés à ce sujet-là. On en a ça doit être une dizaine d'heures en deuxième année, et c'est sur les 2 ans de formation, ça doit être tout. Merci. Un autre complément? Vous avez faim? Bon, alors, moi je tiens d'abord, mesdames, messieurs, à vous remercier parce que ça a été une matinée très riche, très dense, très maîtrisée au niveau du temps. Donc je crois que tout à l'heure, on va aussi avoir un temps d'échange autour du repas, un brise-glace. Donc je vous souhaite un bon repas et une bonne après-midi. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Pardon, j'ai raté les applaudissements. On peut les applaudir quand même. Et puis Juste 2 petites choses. Je voulais juste demander aux administrateurs de la FES et de Climaction de bien vouloir se lever juste pour qu'on les repère. Et puis également pour les remercier de leur engagement, plus spécifiquement à Agnès Gosselin et Adila Omari de la FES qui ont vraiment œuvré pour cette journée. Donc un grand merci à elles. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir entre midi et 2. C'est un temps d'échange pour pouvoir approfondir sur les actions de nos structures. Donc les expositions dans le hall juste au-dessus à gauche, puis à droite, puis à gauche quand vous sortez. Et puis pour le déjeuner, si vous avez une assiette avec des couverts sur votre badge, c'est que vous avez bien payé votre déjeuner. Donc ça se passera également. Si les ateliers. Donc du coup. Juste une seconde avant de partir, merci. Donc du coup sur vos badges, c'est pas sur tous les badges, mais il y a les ateliers qui sont marqués, enfin l'atelier à laquelle vous êtes affecté. Donc il y aura les ateliers 2 et 3 qui seront de part et d'autre de la salle donc du golf. Donc il y aura l'atelier 1 qui sera dans la salle Corvette, qui est juste à la sortie de l'amphi par le bas. Et l'atelier 4 qui sera dans l'amphi ici. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas d'atelier, qui sont marqués, venez me voir. Donc je vous répartirai. Et donc à chaque début d'atelier, promis après c'est fini, à chaque début d'atelier, il y aura de nouveaux témoignages d'acteurs qu'on a sollicités. Donc je vous invite à y participer. Et cette fois, bon appétit. Merci.